Petite présentation. On va vous faire une petite présentation et explication concernant cet accord. Et s'il y a des questions, je vous propose donc d'utiliser le petit case discuter. Et Guillaume fera Monsieur Loyal avec ça. Il triera les informations et il remontera les questions de façon à ce qu'on puisse essayer d'y répondre. Je vois directement avec les intervenants qui sont parmi nous, je suppose aussi. Je vois que Maurice est là déjà. Je ne sais pas si Marc est arrivé. Il est là, oui. Marc est là aussi. Ok, d'accord. Oui, bonjour. Il est 17h35. Ça continue à monter parce qu'on est plus de 160 maintenant. On attend 3 minutes encore. Si tu veux. Ah, comme tu veux, on peut attendre 3 minutes et puis je te laisse attaquer. Je te laisse entamer. D'accord. Like, il a cru que c'était Michael Jackson, regarde. Alors, on va profiter de ces 3 minutes pour demander, couper les micros, s'il vous plaît. Éteins ton micro. On est combien, Guillaume? 170. Allez, au 5 premiers, au 5 arrive, on démarre. On va démarrer vite. Hein. Ouais, ça y est, ils sont. Oh, quasi, non? Je sais pas. Non, il en manque encore. Ça y est, tu les as. Allez, on démarre alors. Bonsoir à tous. Nous avons souhaité, avec Dominique, faire cette visio commune de façon à ce qu'on puisse entendre d'une seule, donc à deux voix, les fédérations qui ont été les signataires de l'accord, certes, mais aussi et surtout les moteurs de la négociation. Quand je parle des moteurs, je dis simplement que ce sont nos deux fédérations qui ont innové, apporté des idées nouvelles et innovantes pour arriver à trouver nos accords. Si on se souvient un petit peu de nos objectifs, ils étaient assez simples. Le travail que Marc Basset et Maurice Wolf ont fait pour chacune de nos fédérations nous ont amené à dire qu'il nous fallait une revalorisation de 324 millions, 325 millions d'euros sur une année pleine. Ce que nous étions aussi fixés comme objectif, c'était de rentrer coûte que coûte une clause de revoyure économique, et c'est acté, mais aussi de sortir du champ des rémunérations des FIR. Effectivement, ces modes de rémunération nous ont été utiles et nécessaires pendant la période. Et tout de suite, dans le début de la négociation, on s'est mis d'accord pour qu'à terme, le FIR puisse disparaître. C'est ce qui a été calé. Et ce que je dois vous dire aussi, c'est que si nous sommes arrivés à se rapprocher des 326 millions d'euros sur une année pleine, c'était notre objectif. C'était aussi de trouver le lien pour faire le joint entre janvier 2023 et novembre 2023, date de mise en place de nos accords tarifaires. Voilà dans les conditions sur lesquelles nous sommes partis
Et nous avons vite compris avec Dominique et les équipes de la CNSA et de la FNMS que si on ne rentrerait pas aussi dans une négociation de contrepartie, ça allait être assez compliqué de sortir notre budget. C'est pour cette raison-là que nous avons été moteurs, nos deux fédérations, pour aller sur des propositions fortes de contrepartie. Quelles étaient ces propositions de contrepartie? La première a été de travailler sur la fraude et abus, notamment en imposant la géolocalisation, les flux certifiés et CEFI. Le second, de développer de façon beaucoup plus forte le transport partagé. Et le troisième point, qui était aussi des éléments que nous avions évoqués dans notre convention commune de Clermont-Ferrand, d'arriver à encadrer les plateformes, puisqu'aujourd'hui on voit un peu tout se faire. Et là aussi, nous avons fait force de proposition, parce que nous avons demandé, et nous avons a été acté, qu'un groupe de travail allait se mettre en place de façon à élaborer un cahier des charges qui sera imposé à tous les éditeurs de logiciels de plateforme. Voilà un petit peu comment on est parti dans notre travail. Et je vais laisser la parole à Dominique, puisque j'ai donné un peu le parcours, les contours de notre négociation pour pouvoir le réaliser. Dominique, tu veux prendre le relais ou je continue? Oui, pas de souci, Thierry. Alors, avant de rentrer dans le détail, moi, je voudrais déjà faire un petit tour de contexte. Un petit tour de contexte. Pourquoi? Parce que naturellement, il y aura des détracteurs et certains trouveront sans doute que ce n'est pas assez ou ci ou ça. Mais avant d'arriver dans le détail et d'expliquer les choses de plus en détail, je voudrais faire un tour de contexte. Tout simplement, déjà rappeler qu'on a un avenant numéro 10 qui est passé il n'y a pas si longtemps que ça, puisque la date d'application, c'était début 2022. Donc, c'est pas si vieux que ça. C'était relativement significatif parce que c'était de tête, je crois qu'on avait été recherché un peu moins de 500 millions sur avec les aides qui ont été en complément par rapport à toute cette période. Et là, on arrive en 2023 sur un nouvel accord. Donc, et notamment pour ceux qui ont un peu d'historique, avoir des accords aussi proches, ils peuvent se souvenir que c'est pas fréquent et c'est relativement compliqué. C'est d'autant plus vrai que dans un contexte difficile, puisque on est en train de payer la contrepartie du quoi qu'il en coûte. Hein, et je crois que j'ai pas besoin de vous en dire plus, vous le vivez dans vos entreprises aussi. Autant il y a eu un soutien qui a été fait pendant la période de crise sanitaire et autour du Covid, autant là maintenant, on est dans une période où il faut commencer à essayer de récupérer un petit peu les fonds qui ont été versés. Donc, c'est un contexte politique qui est un peu plus difficile. Et vous avez pu vous en rendre compte notamment, si on prend les négociations qui ont eu lieu avec les médecins généralistes, les kinés, les labos notamment, pour ne citer que cela, vous avez vu que l'assurance maladie n'était pas très enclin à faire de gros efforts pour aider les médecins et les kinés, et que même au labo, ils ont été à une négociation à la baisse. Donc, ce qui est quand même relativement étonnant, rare, mais à préciser. Donc, ce qui explique bien la difficulté du contexte dans lequel on se trouvait et pourquoi c'était difficile d'avancer par rapport à ça. Alors, pour arriver, je vais aller en soutien de ce que disait Thierry. C'est clair que là, on se retrouve rapidement avec 340 millions de tarifs. Quand même, c'est ce qu'on a obtenu. On pourra rentrer dans le détail éventuellement un petit peu plus tout à l'heure. Et pour donner la main, non seulement avec ces 340 millions de tarifs, c'est aussi 280 millions d'aides pires qu'on a été chercher auprès du ministère. Donc, globalement, c'est quand même beaucoup d'argent. C'est même si les besoins étaient forts, et là, on en est complètement conscient, hein, mais c'est quand même beaucoup d'argent. Si on le prend en macro et qu'on fait un calcul global, on est sur une valorisation une revalorisation globale qui est entre 11 et 12 points, ce qui est, je dirais pas quasiment supérieur à ce qu'on osait espérer, mais quasiment. Même si nos demandes étaient légèrement supérieures à ça, c'était quand même quelque chose qu'on
qu'on espérait à peine. Donc, de ce côté-là, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez positif. Par rapport à ça, il faut préciser aussi que c'est un bout du chemin, puisque Thierry l'a évoqué aussi, on a intégré dans ces avenants des clauses de revoyure, qu'on sait que dans ces avenants, certains sujets n'ont pas été abordés. Et globalement, on peut considérer que ne pas avoir abordé ces sujets nous permet d'espérer qu'on va pouvoir encore peut-être aller chercher quelque chose lorsqu'on va les aborder. Et là, je parle de l'UPH, puisque au niveau de l'UPH, vous avez pu voir ou constater que effectivement le sujet n'a pas été abordé, donc il n'y a rien concernant l'UPH. La raison en est relativement simple, expliquée en tout cas, c'est que l'assurance maladie, n'ayant pas eu un retour suffisant sur les nouvelles réformes, la nouvelle réforme qui a été mise en place, pour l'instant est relativement inquiète et attend d'avoir des éléments un peu plus chiffrés, un peu plus stables, un peu plus probants pour attaquer la discussion sur le sujet. Donc, autant on a maintenu la mensualisation, qui est maintenant inscrite dans la convention, donc qui ne bougera plus. Maintenant, en ce qui concerne tout ce qui est la tarification et la volumétrie, éventuellement le lissage, le jour, notamment, il y avait évoqué un système jour-nuit. Tout ça, pour l'instant, c'est des sujets qui vont encore être abordés, donc qui laissent encore des portes ouvertes. C'est la même chose sur le bariatrique, où on sait, c'est relativement compliqué parce que c'est un sujet un peu complexe, mais c'est un sujet qui va encore être abordé. Les TPMR aussi risquent d'être encore aussi réabordés de façon mais là, ça sera certainement un peu plus de clarté qu'on essaierait d'aller chercher à travers ça. Donc voilà, donc ce que j'essaie de passer comme information, c'est que c'est un accord. On peut considérer entre nous que c'est un bon accord, que cet accord, ce n'est pas la totalité et la fin de toute négociation, c'est la première brique, et sans doute la plus importante, de ce qui est en train de ce qu'on est en train de construire. Dominique, si tu le permets, juste un point sur le TUPH, on a quand même obtenu que le paiement du RMG soit mensuel de façon définitive. Oui, c'est ce que j'ai dit, Thierry. Oui, c'est pardon. C'est écrit dans le marbre, oui, tout à fait. La mensualisation est maintenant écrite, c'est pour le TUPH, c'est ça. Comme le TPMR, on a gagné 10 € de plus sur la prestation de TPMR, mais c'est des sujets qui seront réabordés en plus. Donc voilà, tout ça, c'est donc un contexte général qu'il faut prendre en compte et que cet accord, c'est la partie principale, mais sans doute pas la partie totale. C'est pas la totalité de ce qui est en discussion et en cours. D'autant plus qu'il y a aussi toute une partie, c'est pas du tarif, c'est pas du prix, mais aussi toute une partie qui est toute la partie réglementaire avec laquelle on travaille depuis un certain temps maintenant avec le ministère et avec les services du ministère et de la santé, et qui commence tout doucement à se décoincer. Je parle notamment là du permis, de l'A2 et toutes ces choses-là, des formations, des VAE, qui sont en train de se mettre en place et d'avancer, puisque maintenant des calendriers sont écrits, parce qu'on a des engagements clairs de la part du ministère sur le sujet. Donc là-dessus, les choses avancent aussi. Dans ce contexte général, le message, moi, que je tenais à faire passer, c'est que l'irresponsabilité, ça aurait été de ne pas signer. Ça aurait été de ne pas signer parce que ça aurait refusé d'apporter 600 millions d'euros aux entreprises dans les 24 mois ou 30 mois qui vont arriver, se mettre mal avec l'assurance maladie et le ministère avec tous les dossiers qui sont en cours, fermer la porte des négociations sur les sujets comme l'UPH et le bariatrique. Je pense que ça aurait été de l'inconscience. Donc je pense que l'inconscience, la vraie inconscience, c'est de ne pas signer cet accord, parce que cet accord, les entreprises en ont besoin, parce qu'ils ont besoin d'oxygène. Il va permettre de reprendre la construction de ce qu'on était en train de mettre en route depuis quelques mois, et ça va nous permettre de faire avancer notre profession et de soutenir nos entreprises. Donc moi, je pense que le message important que je voulais faire passer ce soir, c'était surtout celui-ci, et que c'est en toute responsabilité avec la FNMS et avec l'ensemble des négociateurs et des techniciens qui nous ont suivis et qui sont avec nous ce soir pour répondre à vos questions et vous donner un éclairage par rapport à cet accord, à ces négociations. Mais c'est ce message surtout que je souhaitais vous faire passer de façon à ce que les choses soient le plus claires possible entre nous.
Voilà, alors après, je ne sais pas si, comment Thierry, on essaye d'aller dans le détail un petit peu, on présente un petit peu les choses, on voit s'il y a déjà des questions, mais a Je priori, pense que, pour l'instant, il n'y je a pas pense que, grand-chose. je pense que chacun d'entre nous a déjà dû recevoir les différents documents de nos deux fédérations. Peut-être c'est immédiatement dans les réponses ou les éclaircissements qu'il pourrait avoir besoin. Ou alors de commencer à dire ce qui peut se passer quand même sur l'année 2023 de façon très claire. C'est que sur 2023, nous avons donc un FIR qui va être payé dès le mois de mai 2023. On peut peut-être mettre le DIA si tu veux. Oui, ouais, vas-y. Guillaume, si tu veux mettre éventuellement le DIA, ça donne un support, ça permet à tout le monde de bien voir les choses. Voilà. Tout le monde voit. Non. Ça va arriver. Je ne vois pas. Voilà, c'est bon. C'est bon, Guillaume. Donc, ce n'est pas tout à fait le bon parce qu'on est toujours avec 180 et 190 entre parenthèses. C'était le document de la semaine d'avant, mais ce n'est pas bien grave. On va vite le rectifier. Donc, on est bien sur 190 millions d'euros FIR, pas payé mai-juin, mais le courrier du ministre Braun dit clairement le mois de mai. Et sur quelle base va-t-il être payé? Sur le registre des professionnels de santé, on a le nombre d'ambulances VSL et la. Tu viens à quelle heure à la maison? Il y a un peu trop tard. Et l'allocation. Attention au micro. L'allocation sera de 2/3 pour une ambulance et d'1/3 pour un VSL. Pareil au mois de janvier 2024 pour le FIR 2024, 90 millions payés janvier, 2/3, 1/3. La nouvelle tarification qui va se mettre en place va être basée sur deux tarifs en fin de compte. Un tarif pour les entreprises géolocalisées, certifiées et CEFI, qui va être bien plus important puisque sur ce montant-là, nous avons mis de mémoire 200 et quelques millions d'euros sur le dossier de la fraude pour les changer. Et ce qu'on a voulu, c'est vraiment rendre vertueux les entreprises et le faire par un côté tarifaire. Ça va se retrouver de façon très importante dans les prises en charge et le kilométrage sera exact pour les uns pour les autres. Donc, dès novembre 2023, nous aurons la nouvelle revalorisation de fonctionnement. Pour l'année 2024, donc on a ce financement FIR tel qu'il a été rémunéré, plus 230 millions apportés par l'assurance maladie. Janvier 2025, c'est là où on switch. Il n'y a plus de FIR et il y a 110 millions supplémentaires qui sont apportés par l'assurance maladie, certes conditionnés, mais on va bien voir que le conditionnement est largement atteignable. Et malgré tout, on a des clauses de revoyure qui vont nous permettre d'atténuer cela en cas de difficulté quelconque. Voilà ce qu'on pouvait dire dans un premier temps sur la présentation de nos accords. Juste si je peux me permettre, messieurs les présidents, sur la notion de l'UPH, parce que c'est vrai que c'est un sujet particulier qui n'a pas été forcément beaucoup abordé lors de la négo. Dominique l'a dit tout à l'heure sur la notion de visibilité sur la mise en place de la réforme et de la dépense. La CNAM n'a pas de visibilité, les ATSU ont des difficultés, on le sait, à toujours remplir ce tableau de RMG. Ce qui a été convenu quand même à l'intérieur de l'accord, c'est un groupe de travail qui doit se réunir à l'horizon de l'été ou tout début de la rentrée pour justement faire le point. Donc, le rendez-vous est déjà pris pour septembre 2023. Donc, par rapport à ce que disait Dominique tout à l'heure, il faut bien avoir en tête que l'UPH va être retraité à part, notamment dans son tableau RMG et dans sa mensualisation, et pour essayer d'améliorer, entre guillemets, le traitement de ces tableaux RMG qui nous prennent du temps les uns et les autres. Oui, c'est à la fois, comme tu le dis, Vincent, effectivement, reprendre ces tableaux, et ça va nous permettre aussi de rediscuter un petit peu les choses, de remettre éventuellement, de reparler un petit peu du lissage, de reparler un petit peu de toutes ces choses-là. Et bon,
essayer de remettre un petit peu le dossier sur la table pour essayer d'aller gratter un petit peu encore quelque chose en fonction de ce qu'on aura comme capacité ou comme possibilité. Et Pour rappeler ce que disait Thierry aussi par rapport à la distribution des FIR, parce qu'une question a été posée, donc Thierry a expliqué sur quel système les FIR allaient être distribués. On a essayé de demander à l'assurance maladie on essaye de demander à l'assurance maladie d'essayer de produire un document préalable au versement de façon à ce que chaque entreprise sache ce qu'elles doivent percevoir et puisse vérifier si elle a bien perçu ce qu'elle devait. Bon, c'est pas encore gagné, on a toujours des difficultés. Ça paraît très simple comme ça, mais à l'assurance maladie, ça leur paraît toujours très compliqué de faire ce genre de choses. On continue à pousser pour que de ce côté-là, les choses soient le plus transparent possible. On a essayé de leur expliquer que donner une aide, c'était très bien et on les remerciait, c'est tant mieux, mais que quand on savait comment elle était calculée, qu'on savait quand elle devait tomber et de quel montant elle arrivait, ça rassurait tout le monde et il n'y avait pas de doute qu'il pouvait persister après. Alors, ils ont encore un petit peu de mal à nous suivre, mais on ne désespère pas d'aboutir sur ce chemin-là. Le conseil qu'on peut peut-être donner, Dominique, c'est que les commissions sont en train de se réunir en ce moment dans les départements. Donc, prenez déjà à tâche dans l'explication de ce versement de FIR qu'on a besoin de bien stabiliser le nombre d'AMS par entreprise et par numéro AM correspondant aux entreprises pour qu'on ait un versement qui corresponde à la réalité de terrain. Et c'est le couple RIAP que l'on reçoit tous les trimestres de l'assurance maladie et le couple RNPS, donc des données de nos ARS, qui va faire et qui va donner le nombre de véhicules et donc le solde qui nous sera versé sur les 190 millions et les 90 millions. Donc, prenez à tâche déjà avec vos CPM locales pour qu'ils puissent vous transmettre à chaque entreprise la liste de vos AMS pour être sûr déjà qu'on parte d'un bon nombre. Voilà. C'est ça, que tout le monde fasse bien ses déclarations, comme ça simplifie les choses après. Thierry, tu voulais, vas-y, excuse-nous. Oui, deux éléments complémentaires. Effectivement, à partir de septembre, début d'été ou septembre 2023, nous allons revoir la position sur le TUPH. Et sachant que nous sommes dans le cadre de l'avenant tel qu'on l'a précisé, si on doit modifier quoi que ce soit sur le TUPH, on ne sera pas tenu des mesures d'opposition telles qu'on peut le connaître, des 6 mois, ou ce qu'on a vécu là pour notre revalorisation. Ce que je voudrais aussi dire, c'est que, parce qu'on a tous entendu, et c'est vrai qu'on s'est battu de tout ce qu'on pouvait pour obtenir, et à un moment donné, il faut être responsable et être signataire. On n'a pas été signataire à n'importe quel prix, puisqu'on voyait bien que notre objectif a été atteint. Par contre, effectivement, sur le juin de janvier à octobre, nous sommes un peu légers. Il nous manque une bonne cinquantaine de millions d'euros, voire un petit peu plus. Par contre, on n'est pas très inquiet, et je laisserai peut-être parler les experts après, c'est que là-dessus, on a des leviers qui vont permettre d'apaiser ce manque. Ces leviers sont de 2 niveaux. Le premier, sur le TUPH, lorsqu'on écoute l'assurance maladie, on voit bien que les volumes sont en train d'exploser. Donc, ils nous amènent des volumes complémentaires, aussi bien sur les RMG que sur la partie activité. Donc, ça, on va le mesurer pour le voir. Le second élément, grâce à l'enveloppe qui nous a été allouée, ça va nous permettre d'ouvrir les négociations avec l'assurance maladie. Avec nos partenaires sociaux. Salariés. Et donc là, effectivement, lorsqu'on est dans nos budgets, on avait comptabilisé la mise en place au 1er avril 2023. Le fait qu'on n'a pas pu ouvrir ces négociations à ce niveau-là, c'est quelques millions qui ont été engrangés de notre côté. Et si je ne dis pas de bêtises, on est autour de 20 millions par mois de retard de mise en place. Donc, on voit vite qu'on est capable d'y arriver. Par contre, il ne faut pas qu'on joue la montre avec nos partenaires sociaux, parce que quelque part, on voit déjà qu'au mois de mai, le SMIC va être revalorisé. On l'avait déjà pris en considération dans nos démarches et on a demandé l'ouverture d'une négociation pour voir comment on est capable d'amortir cela. Et si effectivement on est capable même de pouvoir
mettre une revalorisation en 2 temps, ça va nous permettre d'amortir cette petite difficulté qu'on a eue pour l'année 2023. Voilà les raisons pour lesquelles aussi on est assez serein sur notre avenir. L'autre élément, certes, ce n'est que de la trésorerie et ce n'est pas de la marge, je suis conscient, c'est qu'au niveau de la trésorerie, avec Dominique, on a demandé à ce que le paiement du forfait de 1 100 € par ambulance ne soit payé soit fin décembre, soit début janvier. Ça veut dire que d'une somme entre mai et janvier, on a encaissé donc 280 millions de FIR plus une cinquantaine de millions liés au forfait d'ambulance. Avec ça, ça va nous permettre d'avoir un amortisseur pour permettre de franchir toutes nos étapes que nous aurons à franchir dans les mois à venir. Alors, je vois qu'il y a une question par rapport au discours du président hier. On n'a pas les réponses encore, c'est un petit peu trop tôt par rapport à ce qui a été annoncé hier, mais juste pour vous faire sourire, c'est qu'on s'est quand même fendu d'un petit mail effectivement à la présidence de la République en leur disant ou en leur rappelant que s'ils nous donnaient ne serait-ce qu'un peu les moyens, on pourrait être exemplaire, en tout cas les ambulanciers pourraient être exemplaires par rapport à la politique qui était mise en place, puisque on a toute une politique qui est mise à la fois sur l'emploi, l'augmentation les parcours et les carrières, puisque on voulait, c'est notre objectif, et vous le savez, que le transport sanitaire devienne une porte d'entrée vers les métiers de la santé, donc en proposant à la fois de rentrer des jeunes dès 18 ans dans nos entreprises avec une formation spécifique et ensuite de les faire évoluer en interne, puis vers d'autres métiers de la santé. Et donc, on correspondait tout à fait à l'objectif du président. Donc, on s'est fendu d'un petit mail quand même pour lui rappeler qu'on pouvait être là-dessus exemplaire. Donc, après, effectivement, au niveau du social, donc, ce qui est important, c'est qu'on va pouvoir rouvrir les négociations, reprendre contact avec nos organisations, enfin les organisations syndicales de la branche. Alors, je ne sais pas, éventuellement, Pierre-Yves, tu as peut-être un petit peu déjà des choses par rapport à ça ou... Parce que c'est effectivement un enjeu important. On a déjà un petit peu gagné de temps. Maintenant, il faut qu'on soit prudent aussi. Ouais, alors juste pour refaire un peu l'historique, on s'est quitté avec les partenaires sociaux sur un désaccord profond lors de la dernière négociation. On a réussi à les tenir en haleine depuis le mois de septembre 2022. Effectivement, les propositions qui avaient été faites lors de la dernière C2PNI avaient été trop faibles au regard des enjeux et on s'était quitté sur un désaccord. Donc là, maintenant qu'on a une enveloppe et un FIR, on va pouvoir tout naturellement se remettre à la table des négociations. Donc, on a déjà repris des contacts avec la vice-présidence de la C2PNI pour essayer de caler des dates. Alors, je pense qu'on n'aura pas de date avant le mois de mai. Ensuite, effectivement, une discussion va se mettre en place. Sur ce que disait Thierry tout à l'heure, effectivement, je pense que l'amortisseur qu'on a va nous permettre de pouvoir discuter sereinement avec les partenaires sociaux et de pouvoir envisager, pourquoi pas, une revalorisation en 2 temps qui pourrait intervenir assez rapidement avant la fin de l'été et puis une autre au moment où on pourrait passer sur la nouvelle tarification au 1er novembre. Mais ça restera à discuter avec les partenaires sociaux, bien évidemment. Et là encore, on travaillera de concert CNSA et FNMS pour essayer de trouver des mandats communs et essayer d'aller discuter de la même parole avec les partenaires sociaux. Thierry, Dominique, peut-être insister sur l'enjeu du transport partagé, ce qui a été construit notamment en termes de contrepartie d'efficience. Thierry disait tout à l'heure qu'effectivement, il y a des contreparties de transport partagé, c'est-à-dire faire mieux en transport partagé que ce qu'on fait aujourd'hui. Mais en même temps, le faire mieux, ce n'est pas non plus la mer à boire, puisque aujourd'hui, si on regarde la dépense assise sanitaire, on fait 20 millions de transports partagés. Il y a 20 millions d'économies au titre du transport partagé que récupère la Caisse nationale d'assurance maladie, du fait qu'on regroupe à 2 ou 3 personnes. Demain, l'objectif qui est fixé à la profession, c'est de faire 50 millions d'économies de transport partagé, c'est-à-dire finalement de multiplier le transport partagé en termes d'économie par 2. Mais pour cela, il y a la volonté de la Caisse nationale d'assurance maladie de rendre ce transport partagé, alors
Dominique et Thierry me corrigeront, mais de le rendre obligatoire dans le sens où le transport partagé va devenir la règle. Et pour ça, de faire un texte législatif qui va, pour le partenaire, pour le véhicule VSL comme le véhicule taxi, obliger notre patient, quand cela est possible, à faire du transport partagé et notamment à cibler sur les transports itératifs. Donc ça, c'est quand même une dimension qui est importante, c'est une dimension qui est nouvelle et c'est pour ça que Thierry disait en intro, on est sur un avenant 11 tarifaire qui finalement ne ressemble pas aux avenants précédents parce qu'il y a cette contrepartie. Mais en même temps, cette contrepartie de transport partagé, c'est quand même des choses que l'on peut faire assez facilement parce qu'on fait tous du transport partagé. Et je pense que ce texte législatif va nous aider parce qu'il va être également pour le taxi, il sera aussi bien pour le VSL que pour le taxi, il va nous aider à réussir ce transport partagé. Alors, en complément de ce que tu exprimes, Maurice, on a deux points forts. Il y a de l'école. Il y a 2 points forts, c'est que le premier, on a dès lors que l'entreprise va être géolocalisée, flux certifié et CEFI, on aura un transport partagé qui va passer de 25 à 15%. Allô? Et de 33 à 15 et en cas de 3 personnes transportées, 33%. On voit bien là déjà une incitation qui est faite pour nos entreprises d'aller sur le partagé. De plus, nous avons pu éclairer le détour des 10 km et précédemment, on disait qu'on fait un détour de 10, qu'on est 2 ou 3 patients dans le véhicule. Demain, nous aurons un détour de 10 km en cas de 2 personnes et 20 km en cas de 3 personnes. Donc, on voit bien que là, ça a été aussi pris en considération pour nos entreprises, notamment pour la ruralité aussi. Par contre, Maurice, ce que tu as exprimé, je vais le compléter par le fait que cette mesure législative ne sera pas applicable au VSL, mais à l'intégralité des partenaires du TAP, c'est-à-dire VSL et taxi. Maintenant, est-ce que ça sera une franchise à l'assuré ou le refus de tiers payant en cas de refus de transport partagé? Ça, je ne le sais pas, c'est les législateurs qui vont le travailler, mais nos 2 fédérations seront associées dans toute cette réflexion puisque ça devra passer par le PLFSS 2024. Oui, ce qui est important de retenir là-dessus, mais vous l'avez compris, Thierry, effectivement, on avait parlé déjà en intro, c'est qu'à un moment, pour faire pousser un petit peu les curseurs, et c'est la grande mode qui a été un peu introduite par notre ministre de la Santé, à un moment, il est prêt à faire des efforts, mais il demande des contreparties. Donc, avec l'assurance maladie, le discours était un petit peu le même. On s'est dit, OK, nous, on est prêt à faire des efforts, mais il nous faut des contreparties. Donc, voilà un petit peu le deal qui a été fait. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que là, et contrairement à ce qui a été fait par le passé, on a d'abord le crédit. C'est-à-dire qu'on a eu d'abord les tarifs, ça, on les applique tout de suite, et après, on espère atteindre un objectif qui ressemble relativement atteignable par rapport à ce que viennent d'expliquer Thierry et Maurice. Enfin, on est dans un jeu avec l'assurance maladie qui est un jeu qui n'est pas un jeu de dupe, mais qui est un jeu de confiance, dans le sens où on bénéficie déjà des acquis ou des avantages par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé. Derrière, on va aller chercher cet objectif. Le but, en tout cas, est qu'ils nous donnent les moyens d'atteindre cet objectif par effectivement un support législatif qui sera, pour l'instant, c'est a priori le tiers payant, le frein sur le tiers payant qui tiendrait un petit peu la corde. Ça, on avait évoqué à un moment une franchise, mais voilà, il y aura un outil qui nous permettra de dire aux patients, attention, la norme, c'est le transport partagé. Si vous n'en faites pas, dans ce cas-là, vous assumerez quelque chose qui sera soit une franchise, soit le tiers payant. Donc voilà, il y a vraiment un accompagnement que je vois que la question à un moment aussi qui était posée, est-ce que la Sécu communiquera là-dessus? C'est vraiment, on a un intérêt commun, et pour eux et pour nous, d'aller dans ce sens-là. Où il faudra par contre qu'on soit très méfiant. La première des choses, et là Thierry l'a expliqué aussi, c'est qu'on est sur l'ensemble du périmètre du transport assis, donc on ne sera pas les seuls à faire ça. Du coup, on n'aura pas un avantage différentiel défavorable par rapport au taxi. Et ensuite, il faut qu'on fasse attention aussi que ce soit bien le patient
C'est-à-dire que nous, éventuellement, on aura la possibilité de continuer à faire des transports non partagés en raison de certaines raisons d'exploitation ou de choses comme ça. Mais à partir du moment où on propose au patient et que le patient le refuse, c'est là où le problème se posera. Donc, ça fait partie des choses qu'il faudra qu'on accompagne dans les discussions qui sont à venir par rapport à ça. Et en complément de cela, ce qu'on a souhaité aussi, c'est que les transports pour consultation ou sortie d'hôpitaux ne rentrent pas dans la cible du législatif. Ça ne nous empêche pas de faire du transport partagé, mais au moins, il n'y aura pas de pénalité à ce niveau-là. C'est une stratégie. Et ce qui est visé, c'est les traitements ambulatoires, c'est les traitements interactifs qui vont permettre d'obtenir nos objectifs. Et on aura ce bonus à côté pour le réaliser. Je vois qu'il y a une question qui a été posée aussi sur les TPMR, notamment les TPMR en partagé. Donc, ça fait partie des sujets qui seront encore évoqués, notamment à travers la législation et à travers notamment les sujets de TPMR. Parce que bon, pour l'instant, il y a une prise en charge TPMR spécifique, mais c'est vrai que si l'on fait du TPMR partagé, ça nécessite des véhicules un peu plus adaptés. Donc, ça fait partie des choses qui seront encore à discuter. Oui. Par contre, aujourd'hui, le transport partagé en TPMR est possible lorsqu'on met une personne avec un fauteuil et une personne sans fauteuil roulant, parce que nos véhicules sont adaptés à faire les deux. Alors, je vois une autre question. Pouvez-nous envisager une aide sur l'équipement du TUPH consommable, tablette connectée et 3 petits points pour répondre, si vous reprenez l'avenant numéro 11, et vous verrez que dedans, il y a des aides au matériel, des aides à l'équipement, de mémoire, Vincent, si je me trompe, mais c'est 1 100 € par ambulance par année pour compenser justement cette partie concernant le matériel et les consommables. Alors, sur le sujet, juste, c'est déjà bien, c'est une avancée. Hein, ça n'existait pas et maintenant ça existe. Donc ils ont pris en compte cette notion de matériel et de consommable. Ce n'est pas encore appliqué à la dépense. Ça veut dire, si on dépense tel consommable, on facture telle chose. On n'en est pas encore là, mais on a déjà mis le premier pas dans la porte, puisque maintenant ils ont reconnu cette nécessité de prendre en compte ces dépenses. Et il y a 2 points là-dessus aussi. On vous a écouté parce que certains d'entre vous nous ont fait part qu'il y a des entreprises qui avaient des véhicules qui ne sortaient jamais et qui avaient touché des aides. Alors, ce qu'on a fait, ce n'est pas grand-chose, mais il faut, je crois, de mémoire qu'il y ait plus de 1000 km facturés à l'assurance maladie pour être éligible à cela. Et comme l'a dit Dominique, mais on le voit aussi bien sur la tarification qu'on a mis liée aux abus et aux fraudes, on est rentré dans un nouveau cycle qui est une tarification dissociée. Et je ne désespère pas que dans le futur, on ait une revalorisation spécifique sur le TPH encore différent de celle qu'on est, ou sur un acte qu'on pourrait réaliser sans transport. Donc, on voit bien que la machine a démarré. Et comme le disait Dominique, la porte est ouverte et à nous de mettre nos pieds pour pouvoir avancer tel que nous le souhaitons. Et là, je pense que c'est aussi au-delà des dossiers de la revalorisation, c'est aussi tout l'environnement qui est autour qui est important parce que ça ouvre des portes à une nouvelle tarification et à de nouvelles règles économiques dans les années à venir. Je ne pense pas pour l'année 2024, mais certainement 2026-2027, on pourra revoir complètement nos modèles. Oui, ce qui est important, alors je sais que notamment certaines fédérations sont un peu déçues sur certaines choses, et notamment sur ce sujet, mais ce qui est important, c'est que il faut pas se leurrer non plus. Tout ne se fait pas en un jour et tout ne se fait pas en une fois. C'est un travail qui est entrepris depuis déjà plusieurs années, plusieurs mois, voire plusieurs années, où petit à petit, on commence à amener les choses où, vous le sentez, hein, vous le voyez dans les communications, de transporteurs, on est passé à soignants, ambulanciers, enfin, maintenant quasiment soignants, on commence à parler d'actes, on commence à parler de choses comme ça, c'est des choses qui n'existaient pas. Donc, petit à petit, on construit les choses par rapport à ça. Le matériel n'était pas du tout pris en compte, il commence à être pris en compte. Ce n'est pas encore tout à fait comme on le souhaiterait, naturellement, ce n'est pas tout comme on le voudrait, mais ça avance. Maintenant,
il nous reste encore des choses. Il y a une chose importante qui sera maintenant, et sur laquelle on a déjà commencé à placer un petit peu les barres avec l'assurance maladie, va être dans la réécriture de notre convention. Ça, c'est quelque chose dont on a commencé déjà à en parler avec l'assurance maladie. Et a priori, ils sont d'accord. Il faut que ça se fasse en parallèle. Il ne faut pas que cette réécriture nous bloque par rapport à nos politiques tarifaires, parce que ça nous poserait un souci. Donc, mais il faut qu'on commence maintenant sérieusement à réécrire cette convention pour justement commencer à appuyer un peu plus fortement sur toutes ces notions-là d'actes, de matériel, et pour qu'on commence à avoir un système de tarification, une modélisation qui commence à se différencier un petit peu par rapport à celle qui existe à l'heure actuelle et qui se dirige vers quelque chose qui soit un peu plus, j'allais dire médical, mais oui, un peu plus comme les médecins ou un peu plus comme c'est souvent le cas dans la santé. Voilà, ça fait partie des démarches qui sont en route et avec lesquelles on est en train de travailler. Et la réécriture de cette convention, autant ce n'était pas le moment de la faire avant ces négociations, autant maintenant, c'est un sujet qu'on porte et je pense que l'assurance maladie nous suivra là-dessus. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont laissé entendre. Je vois qu'il y a une question concernant les véhicules écologiques. Oui. Alors, on a eu une discussion, ouais, je vois Vincent rigoler, mais on a eu une discussion assez musclée avec l'assurance maladie sur le sujet. On est d'accord avec l'assurance maladie qu'il fallait faire quelque chose concernant les véhicules écologiques. Il y a quelque chose qui a été fait. On avait une position qui était de faire ça sur des véhicules que nous, on considérait critère 1, qui nous paraissait le bon critère pour déterminer une aide par rapport à ces véhicules. L'assurance maladie était arc-boutée sur uniquement les véhicules électriques. Donc, oui, il y a quelque chose qui est fait. C'est pas 100% ce qu'on voulait, mais c'est concernant les véhicules électriques, il y a des aides qui sont prévues dans cet avenant. Ouais, Dominique, juste pour l'argumentation qu'on a présentée, c'était la vignette critère 1, qui est souvent le laisser-passer dans les villes, notamment avec la pollution de temps en temps, et puis dans les futures villes à ZFE. Donc, l'argument était bien construit par nos fédérations. Seulement, on a bien compris auprès de Thomas Fatome en direct live qu'il y avait un message politique du 100% électrique. On y reviendra peut-être sur cette vignette critère 1, mais je pense que ce sera peut-être qu'après les JO de 2024, quand les ZFE vont se mettre enfin en place. Voilà. Alors, par rapport à ce que tu dis, Vincent, il y a quand même aussi un autre élément qu'on a mis en avant, et le fait de l'empreinte carbone fait notamment avec le transport partagé. C'est comme ça qu'on est arrivé aussi à faire avancer nos lignes à l'intérieur. Par contre, je souhaite rassurer tout le monde, c'est que les montants qui ont été affectés dans le cadre des aides écologiques, entre guillemets, n'ont pas impacté notre budget tel que nous le souhaitions. Et derrière cela, on doit aussi voir que dans le préambule de l'avenant, nous avons dit qu'on allait aussi évaluer l'évolution, le bilan des bilans des mesures mises en œuvre par cet avenant. C'est-à-dire qu'on va voir avec l'assurance maladie ce qu'on avait programmé en budget, si ça a été réalisé ou pas. Et donc, si cet argent-là, qui aujourd'hui n'a pas affecté notre budget tel que nous le souhaitions, même s'il y a quelques petites sommes par-ci, par-là, on sera capable de les récupérer en octobre 2024. Alors, je vois une autre question à laquelle on a en partie répondu. On va peut-être après passer la parole à Marc sur le sujet, mais pouvez-vous nous garantir que l'augmentation du moment négocié ne passera pas entièrement dans la revalorisation sociale? Donc, tel qu'on l'a imaginé et tel qu'on l'a, en tout cas par rapport aux projections qu'on a sur les négociations sociales, Pierre-Yves vous en a touché un mot un petit peu tout à l'heure. Alors, il n'est pas entré dans le détail des montants pris en compte aux compagnies, mais on en a tenu compte. Et logiquement, ça devrait laisser un petit peu de place pour que tout ne soit pas absorbé par le social. Marc, éventuellement, est-ce que tu peux nous faire un petit point rapide sur le sujet? Oui, donc bonjour à tous. Sur le social, effectivement, dans la simulation qu'on avait faite à l'été 2022, on avait pris, bien évidemment, les impacts des NAO 2022 et on avait pris des impacts NAO 2023 en année pleine. Donc, ils représentaient, compte tenu des hypothèses qu'on avait prises à l'époque avec l'inflation qui se projetait, donc des tensions salariales assez fortes, un impact de 178 millions d'euros
donc en année pleine pour 2023 sur les NAO, plus bien évidemment le passage en année pleine des NAO 2022 qui effectivement ont été mis en place en cours d'année. Sur 2023, le fait effectivement de ne pas mettre en place la revalorisation donc, salariale au 1er janvier, donc là on sait d'ores et déjà, on est au mois d'avril, donc on sait déjà que ce ne sera pas le 1er janvier, donc ça c'est acquis. Ensuite, on a pris comme hypothèse effectivement que le SMIC allait augmenter 1er juin. On a pris comme hypothèse effectivement qu'on allait augmenter les salaires donc à 12,30 € pour les DEA 1er juin. Et on a pris, donc là, on a essayé d'aligner ça par rapport effectivement aux entrées de trésorerie qui ont été mentionnées tout à l'heure liées au FIR. Et on a pris comme seconde hypothèse donc une revalorisation qui viendrait avec la mise en place des nouveaux tarifs au 1er novembre. Donc, et là, à 12,50 €. Et ensuite, le SMIC, bon, effectivement, on l'a mis à 11,57 €, qui est donc a priori le montant qui sera acté. Donc, si on prend ces hypothèses-là, par rapport aux 178 millions d'euros qu'on avait estimés pour 2023, en fait, on aurait 60 millions d'euros de moins en 2023. Ça ne changera rien pour 2024, là, on est bien d'accord, puisqu'en année pleine, on aura bien effectivement les 178 millions d'euros avec nos hypothèses. Par contre, pour 2023, on a 60 millions d'euros de moins. Donc, par rapport effectivement à notre hypothèse de départ, on avait un coût à couvrir de 300 millions d'euros, il y a 60 millions d'euros de moins à couvrir si la négociation avec les syndicats de salariés conduit à ce schéma-là final. Ouais, effectivement, comme tu le précises, on est toujours dans une négociation aussi avec les OS. Donc, qui dit négociation, on ne fait pas toujours tout ce qu'on veut non plus. Mais en tout cas, sur les tableaux de bord qu'on a fixés, on pense que c'est les tableaux de bord qui sont raisonnables là-dessus. En tout cas, c'est prévu. Pierre, on a parlé, on doit en reparler ensemble sur nos deux fédés incessamment sous peu. Mais a priori, les bases qu'on avait calculées sont toujours les mêmes. Donc maintenant, la notion, ce qu'il faudra peut-être un peu, c'est étaler dans le temps la négo sociale pour que l'absorber un petit peu plus facilement au niveau des entreprises et donner une visibilité suffisamment importante aux salariés pour qu'ils voient aussi les efforts qui sont consentis. Donc c'est un petit peu dans ce deal-là qu'il va falloir se positionner sur le sujet. Effectivement. Bon, là, cette partie-là, on va lancer le jeu et nos deux fédérations ont suffisamment d'arguments pour faire passer notre fonctionnement, mais il ne faut pas oublier non plus qu'on a beaucoup d'entreprises qui ont déjà mis en place des avenants dans leurs entreprises au niveau au moins de ce que nous avions programmé. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on se bat aussi pour arriver à récupérer des sommes assez importantes. Il y avait une question qui m'avait été posée, je n'ai pas pu répondre la semaine dernière, c'était quel était le montant, que voulait dire les 190 millions d'euros du FIR pour nos entreprises. Sur la base des éléments qu'on avait d'octobre 2022, on peut dire qu'on aurait un montant par ambulance de 8 387 € et de 4 384 pour un BSL dès le mois de mai 2023. Et au mois de janvier 2024, on aurait une somme de 3 973 € par ambulance et de 2 076 € par VSL, sur lequel vous devriez rajouter les 1 100 € de primes véhicules. Donc on voit bien qu'avec cette partie-là, par rapport à la question qui a été posée, je pense que l'amortisseur est bien là pour y arriver, parce qu'au-delà du social qui pèse le plus lourd dans nos chiffres, parce qu'il dépasse allègrement les 60%. On avait vu aussi que sur le côté de l'énergie, on avait mis la barre beaucoup plus haute que ce qu'elle est aujourd'hui. Et avec tout cela, ça doit nous permettre de se temporiser et de passer l'étape. Le vrai risque qui persiste et sur lequel il faut qu'on soit prudent et on fera tout pour que les choses avancent, c'est que pour des raisons X ou Y et des fois indépendantes de notre volonté aux uns et aux autres autour de la table, la convention ne puisse pas être mise en application au 1er novembre. Ça, donc, mais c'est a priori, on a 6 mois, on a les délais nécessaires. Donc, en principe, tout le monde est sur le pont pour que les choses avancent dans ce cas-là et avancent correctement.
Je vois une réponse pour le calendrier pour la mise en place de l'ambulance A2. Alors, on a une réunion prévue pour parler de tous les sujets réglementaires à la fin du mois. Je ne saurais plus la date exacte. Le Le 25. 25. Voilà, c'est ça. mai. Mais c'est comment je fais ça arrive. 25 mai, ouais, à 14 heures. On a une réunion sur le sujet. On va aborder tous ces sujets réglementaires pour justement que l'objectif qui avait été un peu annoncé par la DGOS, c'était pour l'été, le début de l'été. Donc, on devrait être dans les clous pour qu'il y ait des choses qui sortent fin juin, début juillet. Peut-être Dominique et Thierry mettre en avant aussi qu'on a mis le pied dans la porte par rapport à la CNAM des enjeux et des conséquences de ce nouveau tarif pour les entreprises qui sont en marché hospitalier article 80. Parce que finalement, avec ces nouveaux tarifs, novembre 2023 et janvier 2025, il faut instaurer une nouvelle tarification pour les entreprises dites certifiées. Ça veut dire très concrètement que dans nos outils métiers, on pourra avoir une certification entreprise certifiée et entreprise non certifiée. Si par exemple, je suis une entreprise certifiée, je vais, comme l'a dit Thierry et Dominique, accéder à mes 2 vagues de tarifs, novembre 2023 puis janvier 2025. Mais là où il faudra qu'on soit vigilant, c'est que dans les marchés publics, on a tous les uns et les autres signé des BPU. Et dans ces BPU, forcément, à aujourd'hui, ils n'ont pas cette nuance d'entreprise certifiée ou pas certifiée. Et donc, il y a un petit travail qui reste à faire avec la Caisse nationale d'assurance maladie pour que, alors peut-être que le terme n'est pas bon, mais pour qu'une circulaire descende sur chacun des hôpitaux pour qu'on comprenne bien, que les hôpitaux comprennent bien qu'on est rentré dans une tarification dite entreprise certifiée pour que les hôpitaux ne nous bloquent pas quand ils voient arriver finalement 2 montants de prise en charge, d'un côté l'entreprise certifiée, de l'autre côté l'entreprise non certifiée. Parce que pour ceux qui ont des marchés publics, si les hôpitaux nous embêtent en disant « Attendez, je ne comprends pas ce que vous dites, je ne comprends pas, ce n'est pas le sujet », il faut qu'on soit vigilant parce que je pense qu'on pourrait avoir dans certains départements des discussions assez sportives avec certains hôpitaux. Tu as raison de le soulever, Maurice, et effectivement, tout l'enjeu va être aussi l'enjeu du travail sur la circulaire d'application. Il y a le truc et sur l'approche. Il y a eu une question qui posait de qu'est-ce que c'est une entreprise certifiée? L'entreprise certifiée, ce n'est pas certifié ISO, c'est simplement que cette entreprise soit géolocalisée et qu'il ait ses flux certifiés, c'est-à-dire connexion entre la géolocalisation et son logiciel métier, et qu'il utilise le CEFI. Ces 3 conditions-là font que l'entreprise, on a mis dans notre jargon certifié, qui n'est pas le bon terme, mais qui nous permet d'avoir cette tarification supérieure. On n'est pas exactement à la certification des flux, on a un niveau un petit peu en dessous de la certification des flux telle qu'on l'entend dans son strict jusqu'à présent. Alors, il y a une autre question aussi qui concernait les critères de pénibilité. Je vais peut-être répondre sur cette question-là, Dominique. Vas-y, je te laisse faire. Alors c'est un sujet qui nous préoccupe énormément avec les partenaires sociaux et lors de la dernière négociation, on a proposé un accord de méthode qui intègre justement la prise en compte de la pénibilité. Là, dans la nouvelle négociation qui va s'ouvrir avec les partenaires sociaux, bien évidemment, on va remettre à l'ordre du jour les contraintes du métier, notamment le travail de nuit, les dimanches, les jours fériés. Alors, à l'heure où on se parle, je ne sais pas encore comment on va pouvoir orienter la discussion pour la prise en compte de la pénibilité, mais effectivement, c'est un sujet qui est sur la table et sur lequel on se doit d'avancer avec les partenaires sociaux. Donc, voilà, on pourra vous en dire un petit peu plus dès qu'on aura obtenu les mandats de nos différents bureaux et qu'on aura pu travailler avec la FNMS. Mais effectivement, ça sera un sujet qui sera à prendre en compte, bien évidemment. Moi, je fais une mise en garde sur la pénibilité. Je suis 100% d'accord qu'on remplit toutes les cases. Maintenant, il faut savoir que la pénibilité, elle est financée par la branche. Donc, qui dit pénibilité, ça veut dire cotisation supplémentaire. Donc, c'est là où il y a un deal à trouver. Je pense qu'au niveau de nos salariés, très honnêtement, avoir de la pénibilité, ça paraîtrait assez logique. Maintenant, il faut savoir que cette contrepartie, pour ça, il y a une contrepartie. Donc, il faut être conscient de ça. Mais comme elle a dit à juste titre Pierre-Yves, nos fédérations vont travailler dessus, les mandats seront rapportés, la discussion se fera. Je crois que la priorité, ça va être de trouver l'accord pour au moins la rémunération et le décaler, trouver l'accord qui nous permet de fonctionner. Et le reste, c'est un travail qui va être de longue haleine.
Je vois qu'il y a encore une demande de précision concernant la géolocalisation. Quand on parle de géolocalisation, c'est-à-dire qu'il faut que le véhicule soit géolocalisé avec la remontée des données kilométriques par le logiciel métier. C'est ce niveau-là de géologue. Avec un boîtier bloqué dans le véhicule et pas un PDA. Avec un boîtier et pas un PDA, ouais. Allez. Sachant que sur le sujet, Dominique, Thierry, il y a un groupe de travail qui va justement être réuni pour revisiter le cahier des charges de la géolocalisation, puisque j'ai vu passer CELAV Dansette. Oui, c'est là qu'il a été créé, ce cahier des charges. Donc, on sait que la technique a beaucoup évolué depuis l'AV7, entre les véhicules, entre les boîtiers, entre les outils métiers. Donc, forcément, ce groupe de travail va avoir fort à faire pour, je dirais, actualiser ce cahier des charges. Et merci Vincent de le préciser. Et moi, je vais rajouter un terme, c'est qu'aujourd'hui, certains éditeurs de logiciels souhaitent pousser très rapidement sur de nouveaux boîtiers, parce que soi-disant, le 5G arrivant et fonctionnant avec des coûts assez importants. Et aujourd'hui, il y a d'autres technologies que les boîtiers embarqués qui nous permettent d'avoir de meilleures données. Il faut savoir que tous nos véhicules, les données existent, c'est à nous de les récupérer et un travail va se faire. Et je pense que sans s'être concerté avec Vincent, on pense à la même chose et de le faire mettre dans le cahier des charges de la nouvelle géolocalisation. Ce qui va nous permettre d'y aller. Donc, prudence aux éditeurs qui vont tous vous mettre la pression pour tout cela. La 5G, c'est que dans 2025, on a du temps devant nous. Et derrière, il y a d'autres technologies qui arrivent beaucoup plus sécurisantes que cela et qui évitent tous les problèmes de zones d'ombre, de dysfonctionnement de boîtier et compagnie, puisque c'est le véhicule qui remontera directement toutes les informations. Et au contraire, même maintenant, tous les producteurs de logiciels doivent ouvrir leur logiciel pour éventuellement intégrer d'autres géolocalisations que leurs propres produits à eux. Donc, maintenant, ils le font quasiment tous. Il y a encore des rétrogrades, c'est qu'ils ont envie de vendre autre chose. Je crois qu'on a fait un large tour. Je pense qu'on a fait un bon tour, oui, tout à fait. Je crois qu'il n'y a plus de questions dans la file de questions. Donc, je pense que vous pourrez tous, maintenant, vous avez déjà récupéré les avenants et les documents. Vous pouvez les récupérer auprès de vos fédés respectives ou sur les sites Internet directement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous les faire remonter. On vous apportera des réponses et ça peut aussi nous apporter des pistes de réflexion qui nous intéressent aussi, de façon à pouvoir faire avancer dans nos différents dossiers. Donc, ce qui est important, je pense, mais vous l'avez compris, c'est que c'était un accord important qui apporte pas mal de choses, même si ce n'est pas la totalité. Par contre, il y a encore du travail et c'est pour ça qu'on est là et qu'on va essayer de faire en sorte que les choses avancent dans le sens le plus favorable pour la profession, en sachant que maintenant aussi, petit à petit, il va falloir qu'on commence à s'orienter vers des pistes de travail et de financement peut-être un peu différentes. Ça fait partie de l'objectif à plus long ou moyen terme. Voilà. En tout cas, pour ma part, merci à tous de votre écoute. On était plus de 200 en moment. Donc, merci à tous de votre intérêt et de votre écoute. Et j'espère que vous serez satisfaits du travail qu'on a essayé de faire pour vous. Voilà. Thierry, je te laisse conclure si tu le souhaites. Non, je crois que tu as tout dit. Je dirais simplement rendez-vous au mois d'octobre à Montpellier pour notre convention 2024. Et comme l'a dit Dominique, nos fédérations sont à votre entière disposition pour parler de l'avenant, parce que tout est inscrit dessus, mais on peut travailler avec vous pour le décodage de cela. En tout cas, merci pour votre écoute et le temps que vous avez pris. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonsoir à tous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, bonsoir. On va faire juste 2 secondes. Au revoir. On ne peut pas faire 2 secondes sur le bariatrique, là? Non? Bon. Au revoir.